Une question de François. Pourquoi la question du coût de l'immigration n'est-elle jamais abordée? Les mineurs isolés, la part des migrants dans notre système social, des retraites versées à l'étranger à des personnes mortes depuis longtemps, le coût des immigrés qui sont en prison, etc. Je ne comprends pas qu'on ne nous demande toujours plus d'efforts et qu'on ne demande pas aux migrants. J'en ai marre de payer pour le monde entier. Alors, c'est une question qui témoigne d'un réel sentiment majoritaire maintenant dans l'opinion publique. Voilà. Tous les sondages montrent qu'il y a 70-75% des Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés. Ce qui est important de comprendre d'ailleurs au passage, je le signale, c'est que parmi ces 75% de gens qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés, il y a beaucoup de Français qui sont eux-mêmes d'origine immigrée. Il ne faut pas se méprendre sur cette question. Ça, j'insiste là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup de Français d'origine immigrée qui sont les premiers à considérer que ce qui se passe en ce moment ne va plus du tout, que ça tourne plus rond. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel moi je suis toujours. Moi, je me renseigne, je travaille mes dossiers, je pose des bonnes questions, je crois, je vois comment ça se passe. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français, par exemple d'origine algérien, marocain, tunisien, qui savent très bien comment ça se passe au bled ou comment ça se passe entre, par exemple, vis-à-vis des migrants qui arrivent du Sahel. Allez vous renseigner sur la politique migratoire de l'Algérie vis-à-vis des migrants qui arrivent illégalement en provenance du Niger, du Mali, du Burkina, etc. Voilà. Ou en Algérie. Ou au Maroc. Allez vous renseigner. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'en ce moment, il y a un grand mouvement d'opinion au Maroc, c'est assez cocasse, un grand mouvement d'opinion contre le grand remplacement. Parce qu'il se trouve qu'il y a au Maroc beaucoup de Marocains qui trouvent qu'il y a quand même trop d'immigrants maintenant venant du Sahel, venant de pays d'Afrique noire. Voilà. Comme quoi, tout le monde a son grand remplacement à l'esprit. Donc parmi les Français, y compris beaucoup de Français d'origine immigrée, il y a beaucoup de gens qui en fait ont du bon sens. Moi, je suis sur ces questions, je suis un adepte, comme surtout d'ailleurs, du bon sens. La France n'est pas un pays raciste, quoi qu'on en dise. C'est pas vrai. De même que c'est pas un pays antisémite, quoi qu'on veuille nous faire croire. Je ne dis pas qu'ici ou là, il n'y a pas des actes, qui d'ailleurs parfois sont surexposés, font l'objet de manipulations médiatiques. Dans un cadre très particulier que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est d'essayer de forcer la main au gouvernement français pour lui forcer la main sur des politiques générales de l'État français, notamment sur ses décisions politiques et diplomatiques. Mais globalement, je suis d'accord là pour le coup avec Macron, je m'inscris en faux. Ce n'est pas vrai que la France est un pays majoritairement antisémite, ce n'est pas vrai que la France est un pays majoritairement raciste. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a une immigration qui a pris des proportions torrentielles, et avec des gens venus de zones géoculturelles et religieuses qui ne sont pas les nôtres. J'avais déjà eu l'occasion de débattre avec ça, même devant Bardella, en 2020, ou pendant les européennes, ou je sais plus quand, en 2000, ça devait être en 2019. Moi, je suis toujours épaté, par exemple, que lorsqu'il y a des conflits qui se passent dans des pays musulmans, comme au Soudan, comme au Sahel, etc., il y a un organisme qui s'appelle l'Organisme des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont c'est le travail, il a été créé pour ça depuis 1945, de prendre en charge des réfugiés et ensuite de les répartir dans des pays étrangers. Et je ne comprends pas pourquoi toutes ces personnes devraient principalement venir vers l'Europe occidentale. Enfin, que je sache, il y a des pays, par exemple, dans la péninsule arabique, où il y a des pays qui ont besoin d'hommes et de femmes, qui sont vides, il n'y a pas assez de population, et qui sont des pays musulmans. Que ce soit les Émirats arabes unis où les nationaux représentent 15% de la population. Tous les autres, ce sont des étrangers. Ils font venir des étrangers du Sri Lanka, des Philippines, du Pakistan, etc. Mais pourquoi pas des personnes qui soient des réfugiés? Et on pourrait dire la même chose du sultanat d'Oman, on pourrait dire la même chose du royaume du Qatar, du royaume du Bahreïn, etc., etc. De l'Arabie saoudite elle-même, d'ailleurs.
qui est un gigantesque. Bon, donc il y a derrière tout ça une volonté que j'ai expliquée, qui s'appelle l'Union européenne, qui, depuis le traité d'Amsterdam de 1999, tous les États membres de l'Union européenne ont transféré à l'Union européenne, c'est-à-dire à la Commission, la politique migratoire de l'Union. Et je le dis et je le répète, c'est quand même pas très compliqué ce que je dis à comprendre. La politique migratoire de l'Union européenne consiste à faire venir 4 millions, entre 4 et 4,2 millions de nouveaux migrants chaque année qui vont s'installer dans l'espace Schengen. Et à partir du moment où ils sont installés légalement dans l'espace Schengen, ils peuvent aller dans d'autres pays, et notamment en France, où nous avons des prestations sociales très généreuses et qui, là, sont détournées de leur finalité puisque ça sert de pompe aspirante à des populations migrantes. Voilà. Bon. Eh bien, dans ces conditions, moi, je dis la réalité. Les Français, qu'ils soient d'origine français depuis des siècles, ou qu'ils soient français depuis 0 génération qu'ils aient été naturalisés, il y en a une très grande majorité, mais de l'ordre de 75%. Et j'insiste, y compris, nous avons à l'UPR beaucoup de Français d'origine immigrée qui partagent nos valeurs, qui sont en faveur d'une France républicaine, indépendante, souveraine, etc., mais qui ont bien compris que là, c'est un processus de démolition, de subversion, en fait, des pays européens qui est poussé, promu par l'Union européenne, et avec des organismes du style toutes ces associations, ONG, financées par George Soros, par la nébuleuse Soros, financer tous le navire, etc., qui vont chercher des migrants. Alors ça, j'insiste là-dessus parce que je me permets de m'adresser ici à tous les électeurs du RN ou de Zemmour. Faites très attention, vous mettez votre confiance dans des gens qui vous mentent. Parce qu'ils vous disent qu'ils vont rester dans l'Union européenne et lutter contre l'immigration, ils ne le pourront pas. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec Orban, comme avec Mélanie d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui vous disent « Regardez, Orban prouve que non, non, pas du tout ». Parce que Orban, certes, il a une politique très ferme, mais la Commission européenne lui retire de l'argent, et Orban, il finit par céder au bout du compte. Quant à Mélanie, j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Mélanie, il y a eu plus de migrants qui sont arrivés en Italie depuis qu'elle est présidente du Conseil qu'il y en a eu du temps de Mario Draghi chaque année. Voilà. Parce que Madame Meloni, elle a dit qu'elle luttait contre l'immigration illégale, ce qui est vrai. Elle a fait baisser de 75 ou 80% le nombre de migrants illégaux, mais elle a augmenté plus encore le nombre de migrants légaux. Et là, elle est, de ce point de vue-là, parfaitement en ligne avec la politique migratoire de l'Union européenne. Faites très attention, Madame Meloni n'a pas dit... Enfin, elle l'avait fait croire à ses électeurs, mais sa pratique quotidienne du pouvoir, ce n'est pas que le nombre de migrants en Italie a diminué, c'est qu'il a fortement augmenté. Et allez regarder ce que dit M. Bardella, par exemple. Il dit bien qu'il va lutter contre l'immigration illégale. Il nous fait une Mélanie. Et il reste dans l'Union européenne. C'est vraiment très important, ce que je vous dis. Ou alors, si vous voulez, je sais que c'est pas forcément agréable pour des gens qui se sont fait embobiner par le RN depuis des années ou par Zemmour, de reconnaître que ce que je dis, c'est la vérité. Moi, mon combat politique, il est clair. Moi, mon combat politique, je me suis fixé depuis 18 ans de dire la vérité aux Français, contre vents et marées. Voilà. Et moi, je me fous de ne pas être ministre. Je me contrefiche de ne pas être à la télévision, parce que j'estime, c'est comme ça que je suis, que mon devoir, c'est de dire aux Français la vérité. Et je mets au défi quiconque de me prouver que depuis 18 ans et demi, je leur aurais menti. Jamais. J'ai pu me tromper, et encore, je sais même pas. Mais peut-être ici ou là, j'ai peut-être pu dire une bêtise. Mais franchement, d'ailleurs, c'est à ça que sert Verbatim, dont je parlais tout à l'heure, allez vérifier. Voilà. Alors, pour répondre définitivement à la question, parce que la question était un peu différente de l'internaute, il a raison. Le problème qu'il y a, c'est que les questions qu'il pose sont très difficiles à répondre. Parce que dès qu'on parle de macroéconomie, ça devient très compliqué.
Ça devient très compliqué parce qu'il faut tenir compte des dépenses immédiates, comme on dit, puis des dépenses médiates, comme on dit. C'est-à-dire, immédiates, c'est celles qui arrivent tout de suite, médiates, c'est celles qui vont arriver plus tard. Mais aussi des profits que l'on aura. Par exemple, on sait que les Américains, les États-Unis se sont développés avec ce qu'ils ont appelé le brain drain, c'est-à-dire faire venir des cerveaux venus de l'étranger qui sont devenus américains. Parce que pour fabriquer un bachelier, par exemple, il y a des calculs sordides qui ont été faits comme ça. Je crois que pour fabriquer ou quelqu'un qui a une licence en droit, ça coûte à peu près 250 000 euros. Alors évidemment, si vous faites venir des licenciés en droit ou des experts en mathématiques qui viennent du Bangladesh ou du Sénégal, etc., vous prenez... C'est assez dégueulasse d'ailleurs. Hein, c'est presque une notion d'esclavage, enfin de nouveau servage. C'est que vous siphonnez les ressources humaines des pays en voie de développement. C'est ça que ça veut dire. Hein, donc ces histoires de migration n'ont rien de moral, en fait. Hein. Il s'agit de ça. Alors évidemment, je sais que parmi vous, il y en a qui vont rigoler en disant des licenciés en mathématiques venant du Sénégal ou venant du Bangladesh, je sais pas exactement ce que nous avons, etc. Oui, bien sûr, ça m'échappe pas parce qu'il y a beaucoup de migrants illégaux, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est difficile d'avoir un bilan clair et net parce qu'il y a toujours des effets et des contre-effets. Regardez, c'est comme l'affaire de la suppression des jours fériés. Il y a beaucoup d'économistes qui sont très dubitatifs sur les économies que ça représenterait. Parce que si vous supprimez 2 jours fériés, vous allez avoir des gens qui vont aller travailler, ronchons, qui ne seront pas contents, mais qui du coup, surtout si c'est des jours qui ont lieu au mois de mai, comme le 8 mai ou je sais pas quoi, ou le lundi de Pentecôte, ou le lundi de l'Ascension, je sais pas quoi, eh bien vous aurez... ces gens ne partiront plus en week-end. Ils resteront chez eux. Ne partons pas en week-end, ils ne feront pas vivre l'hôtelier, le restaurateur, les commerçants, là où ils voulaient aller passer leur week-end. Donc du coup, ça va faire chuter le chiffre d'affaires des commerçants, des restaurateurs, des ci et des ça. Et au bout du compte, ça va faire peut-être chuter les ressources fiscales de l'État. Ce qui fait que pour certains économistes, c'est une fausse bonne idée, l'idée de supprimer des jours fériés. Alors ce genre de raisonnement, c'est très difficile de tirer le bon grain de livret, d'autant plus que, en France, c'est un débat empoisonné. Voilà. Et que vous avez, dès qu'il s'agit de faire des calculs de cette nature, vous avez d'un côté des gens qui veulent prouver absolument que ça coûte les yeux de la tête à la France, et de l'autre côté, des gens qui veulent prouver absolument que c'est extraordinaire ce que ça rapporte à la France, que c'est une chance pour la France, etc. Voilà. Alors là-dedans, vous avez des arguments totalement irréconciliables. Bon, moi, ce que je vois en ayant du bon sens, c'est que voilà, c'est aller trop loin. Voilà. Il faut maintenant mettre un terme à ça, mettre un terme à cette immigration. Ça veut dire dénoncer le traité des migrations de Marrakech de 2018 que Macron a signé dans notre dos. Hein, je rappelle qu'il y a des États dans le monde qui ne l'ont pas signé. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas signé ni ratifié le traité de Marrakech. L'État d'Israël non plus, parce que l'État d'Israël n'a pas envie de voir arriver des migrants venant des 26 pays alentours, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la France n'a pas signé ce traité de Marrakech. La France doit remettre en vigueur ses frontières et doit réinstaurer... moi, si je suis élu à l'Élysée, dans les jours qui suivront, je ferai comme Trump, je mettrai l'armée aux frontières. Voilà, et je reconstituerai des frontières, comme c'est le cas dans tous les pays du monde, en fait. Si vous allez dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, au Japon, etc., vous avez des frontières. Il faut montrer son passeport à la frontière. Il n'y a qu'en France et dans les pays de l'Union européenne qu'on a mis dans la tête des gens que c'était inimaginable. Et il faudra donc réinstaurer un contrôle aux frontières en ayant le souci des travailleurs frontaliers, mais grâce à l'évolution des techniques, on peut maintenant avoir
un suivi par les plaques d'immatriculation, compter le nombre de personnes dans une voiture, qui permet de laisser passer des voitures, par exemple les travailleurs frontaliers français qui vont travailler en Belgique ou au Luxembourg. Il s'agirait de faciliter le travail. C'est ce qui se passe d'ailleurs entre les deux Irlandes. Donc c'est pas des fantasmes de ma part. Mais il faut réinstaurer un contrôle aux frontières et de dire c'est terminé. On ne peut plus accepter maintenant de nouveaux migrants parce que la situation est en train de dégénérer en France. Bon. Eh bien ça, c'est contraire à l'article 77, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ça nous vaut directement condamnation à la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Donc monsieur Bardella, il fera quoi, lui? Puisqu'il veut rester dans l'Union européenne. Il fera quoi? Et Mme Pierrat, là, elle fera quoi dans ces conditions? Ils feront ce qu'a fait Mélanie, c'est qu'ils trahiront leurs électeurs. Voilà la situation. Maintenant, pour le reste, je considère qu'en effet, il y a des gens qui, dans certains cas, les OQTF, ça n'est pas tolérable, qu'ils ne soient pas exécutés, mais ça nécessite d'avoir une vraie diplomatie, et pas une diplomatie ostentatoire à la Retailleau. Parce que passer son temps à cracher sur le gouvernement algérien, ça ne sert à rien d'autre qu'à envenimer les choses. Voilà. La diplomatie, il y a des moments pour qu'elle soit publique et d'autres moments pour qu'elle soit privée. Voilà. Et la première chose, c'est de rétablir des bonnes relations avec tous les pays du monde. On devrait avoir de meilleures relations avec l'Algérie. Il faut avoir de bien meilleures relations avec l'Algérie. Parce que je pense que le peuple algérien est un peuple assez fier. Il a d'ailleurs raison de l'être. Moi, j'aimerais que les Français soient un peu plus fiers aussi de leur propre pays. Et donc, avec les Algériens, Retailleau s'y est pris de la pire des façons. Et puis voilà. Et puis il faut favoriser le retour des gens qui commettent des crimes et des délits. Il faut également modifier les lois pour empêcher de donner trop de latitude d'action aux juges. Voilà. Les décisions qui ont été prises par la Cour européenne des droits de l'homme ou par le Conseil constitutionnel en France ou le Conseil d'État, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que l'État, il faut que le peuple français reprenne les choses en main et impose sa volonté à des juges, comme on l'a vu récemment avec le Conseil constitutionnel, qui a pris des décisions qui sont tout à fait contraires à ce que souhaite l'écrasante majorité de la population. Alors je parlais du Royaume-Uni tout à l'heure, j'ai vu que Nigel Farage, il est en train de vouloir sortir le Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est en train de négocier le retour, notamment, je crois que c'était en Afghanistan, de 500 à 600 000 personnes qui sont entrées illégalement au Royaume-Uni. Donc on est vraiment à un tournant de l'histoire de l'Europe, qui est que est-ce que les choses vont continuer comme ça, avec un risque qui malheureusement, il faut être idéologue pour ne pas le voir, qui risque de tourner aux guerres civiles. Je rappelle qu'il y a eu cette étude faite par un universitaire britannique, je crois, il y a quelques jours, qui anticipait qu'il commençait à avoir, à horizon de 5 ans, un véritable risque de guerre civile au Royaume-Uni, enfin en Angleterre et en France. Donc c'est pas à prendre avec rigolade. Et donc c'est une politique folle qui consiste à faire entrer encore 4 millions de nouveaux migrants par an. Et il faut avoir une politique de refoulement et d'application des décisions de l'État. Mais pour cela, il faut que les Français en général et tous ceux qui participent à ce processus en particulier retrouvent confiance dans l'État. Il faut retrouver l'autorité de l'État. Le problème qu'il y a en France, c'est que l'autorité de l'État, c'est dilapidé, c'est complètement avachi. Parce que tout simplement, nous avons à la tête de l'État quelqu'un qui n'est pas digne d'être à la tête de l'État. Il faut donc, la première chose, c'est ce qu'avait fait De Gaulle, rétablir l'autorité de l'État quand il avait créé la Ve République après la Quatrième République, réinstaurer l'autorité de l'État, et Dieu sait s'il avait de l'autorité, s'il avait redonné aux Français confiance dans l'État et dans leur propre pays.